Bonjour, bienvenue à Granville en Normandie. Je me présente, Flavien Marteau, associé du cabinet IDEA Conseil, consultant en stratégie et gestion d'entreprise et accessoirement expert comptable. Aujourd'hui, nous allons traiter de la transmission familiale. Les enjeux, sur un plan macroéconomique, conserver des emplois sur un territoire et maintenir du savoir-faire. Pour vous dirigeants, la fierté de transmettre sur une ou plusieurs générations votre entreprise. Pourtant, les statistiques sont les suivantes. Plus d'un dirigeant sur deux souhaite transmettre son entreprise, alors qu'en réalité, moins de 15% d'entre vous le réalisent. Alors, quels sont les freins? Bien souvent, on va dire les freins sont est-ce que mes enfants sont en capacité de reprendre l'entreprise ou est-ce qu'ils en ont réellement l'envie? Et puis ceux-ci, effectivement, quand ils en ont l'envie, peuvent rencontrer des difficultés de financement. Comment financer une entreprise qui a été créée de A à Z il y a 30 ou 40 ans et qui a acquis une certaine valeur? Et parfois aussi, comment préserver l'héritage au sein des enfants et des frères et sœurs. Pour cela, je vais vous emmener au port de plaisance de Granville, rencontrer 4 experts. Mais tout d'abord, on va commencer par Angélique Amiot, associée du cabinet IDEA Conseil, consultante en ressources humaines, avec qui on va évoquer les différences intergénérationnelles et que c'est une histoire familiale, donc forcément il y a de l'émotion. Allons-y. Bonjour Angélique. Bonjour Flavien. Tout d'abord, félicitations pour cet heureux événement. Merci beaucoup. Qui est de circonstance puisque nous allons échanger sur la transmission familiale. Alors c'est un petit peu tôt pour en parler, mais effectivement il est possible qu'un jour le sujet soit sur la table. Est-ce que c'est toujours une idée reçue de dire que c'est toujours le fils à papa de plus de 45 ans qui reprend la boîte? Alors forcément je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation, en fait c'est de moins en moins vrai. On se rend compte au quotidien dans les profils qu'on accompagne que les repreneurs sont de plus en plus jeunes. Bien sûr. On a des gens qui ont maintenant moins de 40 ans, voire moins de 35 ans, qui font partie de la fameuse génération Y, avec leurs attentes et leurs besoins spécifiques. Et aussi de plus en plus de femmes. C'est vrai. Et si on élargit dans le cercle familial, en fait, il y a maintenant les conjoints des enfants et les neveux, les nièces par exemple. Effectivement, ne pas oublier que la reprise familiale, c'est pas forcément avec les enfants directs, mais aussi effectivement d'élargir auprès des neveux et nièces, voire conjoints des enfants. Exactement. Tu as évoqué effectivement cette génération Y. C'est vrai que la transmission familiale, c'est un projet, voire une aventure humaine, qui parfois peut rencontrer des difficultés parce que parfois les parents et les enfants ne se comprennent pas forcément. Est-ce que justement tu peux nous éclairer sur cette fameuse génération Y? Alors pour recontextualiser, la génération Y, ce sont toutes les personnes qui sont nées entre 1978 et 1994. Ce sont en fait les enfants des baby boomers après-guerre. C'est une génération qui a ses spécificités comme toutes les autres générations. Au niveau des traits de personnalité, on entend souvent que ce sont des gens indépendants, lucides, qui ont une forte capacité d'adaptation dans le monde du travail. Mais on entend aussi parfois, où on peut lire, que ce sont des gens qui sont impatients, parfois arrogants et qui sont peut-être moins loyaux que leurs aînés. Est-ce que la loyauté finalement c'est le bon terme? C'est vrai qu'effectivement ils ont d'autres attentes, ils changent souvent de projet. C'est peut-être dur parfois pour un parent d'entendre de dire oui je vais transmettre la société à mon enfant et qui même me dit écoute papa, maman, je ne sais pas si effectivement je la conserverai 20 ou 30 ans, ou auquel cas effectivement s'ils font fi d'une certaine intelligence, peut-être qu'ils vont faire évoluer cette fameuse société justement avec des cycles plus courts que leurs parents sur 4 à 5 ans. Donc c'est pas forcément de la déloyauté, mais c'est une autre façon d'aborder les choses. C'est vrai, c'est exactement ça. Et concernant leurs attentes aux vies du travail? Alors c'est une génération qui a une vision différente de la vie au travail, en tout cas par rapport à leurs aînés. C'est une génération qui va rechercher l'épanouissement personnel, qui va vouloir un réel équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui. Pour concrétiser, ces personnes-là ne vont pas vouloir sacrifier leur vie privée, et les vacances par exemple, c'est quelque chose de sacré pour eux. Voire les week-ends également. Exactement. C'est une génération qui, du coup, a une approche de la vie de l'entreprise qui est différente et qui va amener des attentes et des besoins différents. En termes de statut, parfois effectivement, quand j'échange justement avec des enfants de dirigeants qui vont être amenés à reprendre, parfois ils me disent oui mais bon, au vu de l'investissement que j'ai dans l'entreprise, j'ai l'impression d'être mal reconnu. Alors c'est vrai que des fois ça passe simplement par la rémunération. C'est ça. Mais il y a peut-être d'autres sujets aussi sur leur statut. C'est ça. Alors en fait, leurs attentes font qu'il y a un besoin déjà de dialogue qui est très important entre les parents et les enfants en amont de la transmission. Cet échange il est primordial, peut-être plus qu'avant. Et par rapport à leurs besoins de reconnaissance,
Comme tu le disais, c'est exactement ça. Ça passe par le statut, la reconnaissance par rapport aux autres salariés aussi dans l'entreprise, mais aussi les personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Leur rôle, quel est mon rôle, quelles sont mes responsabilités, jusqu'où je vais. Et forcément, ça passe par la rémunération. Merci Angélique sur ces éclaircissements. Avec plaisir. Merci encore. Après avoir entendu les attentes de la génération Y qui sont les repreneurs d'aujourd'hui, je vous invite à leur rencontrer Karine Ambroise, avocate, qui va nous éclairer sur les montages juridiques en matière de transmission familiale. On y va? Bonjour Karine. Bonjour Flavien. Tu es avocate? Je suis avocate, spécialiste en droit fiscal et en droit des affaires à Saint-Lô dans la Manche. D'accord. Tu interviens aussi sur la transmission d'entreprise? Alors effectivement, la transmission d'entreprise, c'est un secteur dans lequel je travaille depuis l'origine, donc ça fait 16 ans que je suis avocat. Et que ce soit une transmission familiale ou à un tiers, effectivement, c'est un domaine d'activité qui est assez important pour mon cabinet. D'accord. En France, il y a un stress magistral qui il ne faut absolument pas payer d'impôts. Est-ce que ça doit être l'objectif premier dans le cas d'une transmission familiale et finalement, est-ce que un montage très complexe est la solution pour gommer la fiscalité? Alors, je ne vends pas des tickets de défiscalisation. Tu me rassures? Voilà, c'est des choses qui pourraient se vendre assez bien à certaines personnes, mais Bien effectivement, c'est pas ça mon métier. Donc, on est là pour en fait déterminer les différentes voies possibles pour arriver à un résultat qui est une transmission réussie, qui plaît à tout le monde, où tout le monde est content et Bien qui sûr. économiquement est viable. Oui. Donc, effectivement, on peut avoir plusieurs voies pour arriver au point d'arrivée qu'on a déterminé et auquel, que l'on souhaite. On peut arriver, ouais. Par contre, on va effectivement chiffrer les différentes voies et d'un point de vue fiscal et d'un point de vue économique, et on fera un choix en fonction des difficultés de mise en place du schéma et de ses coûts. Parmi les coûts, on a les coûts fiscaux, mais Bien ce sûr. n'est pas un but fiscal que l'on souhaite atteindre quand on est sur une transmission. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. D'accord. Et puis en plus, on parle de transmission, mais une transmission, ça peut être aussi une cession. Tout vis-à-vis à de ses fait. enfants, ou un mix entre une donation et une cession. Exactement. Et dans le cas d'une cession, est-ce qu'il y a un outil qui permet justement de faciliter la reprise? Alors, c'est très exact. En fait, beaucoup en transmission familiale ont en tête une transmission par donation. Donc un acte à titre gratuit, Bien donc il n'y a sûr. pas de prix en face. Oui. Et ça a beaucoup d'inconvénients qu'on n'a peut-être pas le temps de développer. Mais ce qu'il faut savoir, que c'est une idée reçue aussi, ce n'est pas parce qu'on est dans une transmission familiale que tout passe par une donation. Bien au contraire. Bien au contraire, on est tout à fait d'accord. On peut faire une cession pure, c'est-à-dire une cession comme on le fera avec un tiers. Bien On sûr, peut faire une donation pure, mais on peut aussi faire une sorte de mix bien sûr. pour avoir les avantages et les inconvénients de tous les schémas. Et ce qui est important, que tu as soulevé tout à l'heure, c'est que quand on a un financement pour acheter une société, Oui. on passe nécessairement par la constitution d'une société holding. Bien sûr. Donc une société holding, c'est une société qui va venir s'intercaler entre ce qu'on appelle la société cible, la société que je vais racheter, et la personne qui va la racheter. Donc c'est pas un montage, abusif Bien ni, sûr, ouais. ni Une très personne rare. que- On le que fait de personne ne façon comprend. très habituelle. Tout le monde le comprend. Bien sûr. C'est simple et on l'explique. On est là aussi en tant que conseil pour parler un peu en français aussi. Ça fait du bien à tout le monde. La holding, elle va faire un petit peu écran fiscal entre ma société d'en dessous qui va financer son rachat par une remontée de dividendes et ma personne physique. Les dividendes ne vont pas être perçus par la personne physique, ils vont arriver dans la holding qui a souscrit elle-même l'emprunt, et l'emprunt va pouvoir se rembourser avec 100% des dividendes. D'accord. Et sinon, il y a un mot que tout le monde entend d'un instant qu'on parle de transmission familiale, c'est le fameux pacte du treuil. Enfin, pacte du treil. Alors le pacte du treil, c'est un engagement de conservation qu'on signe à plusieurs. Donc en contrepartie d'engagement de conservation et d'exercice de fonction de direction, on va pouvoir diminuer le coût de la transmission familiale, de transmission à titre gratuit, cette D'accord. fois-ci donation ou succession. D'accord. En fait, on va prendre en compte uniquement 25% de la valeur de l'entreprise dans le cadre du calcul des droits. Donc c'est un avantage considérable et qui est mis en place quasiment systématiquement quand on est sur une transmission familiale. Karine, on a vu ensemble les aspects techniques de la transmission familiale. Maintenant, toi, si tu avais un ou deux conseils à donner, ce seraient lesquels? Alors si je peux me permettre, j'en ai pas un, mais j'en ai trois. Ben, je t'en prie. Donc le premier, c'est de ne pas négliger les aspects psychologiques. Donc la psychologie, c'est pas un gros mot, Bien c'est sûr. parfois difficile
à entendre par certains chefs d'entreprise. Ça le sera de moins en moins puisqu'on en parle beaucoup maintenant. Tout à fait, ouais. Mais effectivement, on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans l'économique, on n'est pas dans la mécanique. Donc effectivement, transmettre, eh bien, ça génère du stress, des craintes, de la pression. Pour l'enfant repreneur aussi, de recevoir l'entreprise familiale, ça peut être plus difficile que de la racheter avec ses propres moyens fait, ouais. et le banquier évidemment. Donc les aspects psychologiques, parce que c'est pas si simple que ça, il ne faut pas les négliger et nous en tant que conseil, on est là pour les évoquer si les clients n'y pensent pas naturellement Bien par sûr, eux-mêmes. bien sûr. Le deuxième point, c'est d'anticiper. Une transmission familiale, c'est toujours plus long à mettre en place qu'une transmission à un tiers, notamment du fait des aspects psychologiques. Et on a aussi le côté financement qui peut poser plus de problèmes, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Et le dernier point, c'est d'indiquer qu'en fait c'est un travail en équipe. On ne va pas avoir un expert comptable ou un notaire ou un banquier ou un avocat qui va travailler tout seul avec le client. Bien sûr. C'est forcément un travail d'équipe. Chacun va apporter ses compétences, sa sensibilité et on doit se réunir plusieurs fois autour d'une table pour discuter de tout ça. Bien sûr. Merci à toi, Karine. Merci Flavien. Maintenant qu'on a découvert les différents montages juridiques, une chose est sûre, faites des choses simples. Je vous propose maintenant, c'est de rencontrer Marie Legentil, notaire, qui va nous éclairer sur comment préserver l'équité entre les frères et sœurs. On y va. Bonjour Marie, tu es notaire. Oui, je suis notaire dans le ressort de la chambre interdépartementale de la Cour d'appel de Caen, qui est une chambre qui regroupe 3 départements, la Manche, l'Orne et le Calvados. Et mon étude est située en milieu rural, donc j'ai une activité de notariat traditionnelle, mais dans cette activité, je rencontre régulièrement des chefs d'entreprise qui viennent m'interroger dans le cadre d'un projet de cession de transmission familiale. D'accord, justement c'est pour ça que je viens te rencontrer aujourd'hui, pour échanger sur les enjeux de la transmission familiale. Et j'avais envie de démarrer sur la question suivante, ou l'affirmation. C'est toujours le fils prodigue qui hérite de tout au détriment de ses frères et sœurs? Ah non, pas du tout. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça de toute façon. La loi française est très protectrice et on a un système de réserve héréditaire où la part de chaque enfant est protégée. Donc on ne pourra pas tout donner à un seul enfant. Et en général, de toute façon, les chefs d'entreprise qui interviennent, qui viennent me voir, ne le souhaitent pas et souhaitent préserver l'harmonie familiale en faisant une transmission organisée à un des enfants qui a envie de reprendre l'entreprise, mais également transmettre ou protéger les intérêts des autres enfants qui ne seraient pas repreneurs. D'accord, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais si effectivement j'ai plusieurs enfants, il y en a qu'un qui va reprendre l'entreprise, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait effectivement pour, entre guillemets, qu'il y ait un certain équilibre dans la transmission du patrimoine des parents vers l'ensemble des enfants, et notamment celui qui reprend la société? Alors on travaille justement avec les parents, on regarde un petit peu la consistance du patrimoine, et puis en fonction des situations, on arrive à s'adapter. Quand on n'a qu'une entreprise à transmettre et qu'on n'a pas d'autre chose dans le patrimoine, on transmet souvent à l'enfant repreneur l'entreprise au complet, et les frères et sœurs vont recevoir une indemnité pour que chacun en fait reçoive une part identique avec un mécanisme qu'on appelle la soulte. On utilise dans ce cadre-là la donation-partage, qui est un acte qui permet de figer les valeurs au moment de l'acte. D'accord. C'est très important puisque au moment d'un décès, on ne viendra pas réestimer ce qui a déjà été transmis, et notamment l'entreprise. Donc l'enfant qui va recevoir l'entreprise va travailler pour lui et va développer cette entreprise sans avoir à redonner à ses frères et sœurs éventuellement au moment du décès. Ah, c'est pas mal, donc ça évite les mauvaises surprises. Enfin, si l'entreprise se développe, effectivement c'est lui qui doit reverser quelque part le fruit de son travail. Exactement, les valeurs seront figées au jour de l'acte. D'accord. Et dans cet acte-là, on peut également transmettre d'autres morceaux de patrimoine aux autres enfants. On va pouvoir transmettre une résidence secondaire ou une résidence principale aux enfants qui ne reçoivent pas. Donc la valeur de la résidence secondaire, par exemple, est aussi bloquée au jour de la transmission en donation-partage? Oui, exactement. D'accord. Ouais. Et si on a une valeur qui est un petit peu inférieure, eh bien l'enfant qui reçoit l'entreprise, si l'entreprise a une valeur plus importante, indemnisera sous forme d'argent avec cette soulte. Mais voilà, on aura une égalité entre les enfants au jour de l'acte, ce qui nous permet de tout figer.
D'accord. Donc ça veut dire que là, si on cible bien les choses, effectivement, on peut préparer la transmission. Mais dans le cas contraire, pour faire face aux imprévus, un décès prématuré du dirigeant, est-ce qu'il y a éventuellement des astuces à mettre en place pour éviter les mauvaises surprises ou du moins de subir une période de deuil? Alors on est là aussi pour gérer les situations d'urgence. Bien sûr. Donc, quand on a un décès en activité du chef d'entreprise, on fait le nécessaire pour essayer d'amener, de procéder à la transmission de l'entreprise. Il y a plusieurs cas qui sont possibles. On a dans les héritiers quelqu'un qui souhaite éventuellement reprendre l'entreprise. Et on a depuis quelques années un mécanisme d'un pacte du trade post-mortem qui permet une transmission de l'entreprise et d'adoucir un petit peu le côté fiscalité qui est très important, puisqu'en cas de décès du chef d'entreprise, s'il y a des droits de succession à verser, ils sont à verser dans les 6 mois. Donc il faut agir assez vite en fait. Oui, c'est court, 6 mois. C'est très court, surtout qu'il y a souvent à gérer un petit peu l'humain et l'émotionnel. Bien sûr. Et on n'a pas forcément des conjoints ou des enfants qui ont envie de se mettre dans ce dossier de transmission très rapidement après le décès. Donc ça peut être compliqué aussi. D'accord. Et pour faire face aussi à des enjeux économiques, si j'ai encore une fois, je ne veux pas insister sur le décès prématuré des dirigeants, mais si dans les enfants ou les conjoints effectivement survivants, il n'y en a pas un qui a la capacité ou l'appétence à pouvoir gérer l'entreprise, est-ce qu'il y a aussi des outils à mettre en place? Oui, on a un outil qui est très bien, qui est un outil de disposition de dernière volonté, qui s'appelle un mandat à effet posthume, où là le chef d'entreprise n'est pas dans un objectif de transmission à proprement parler de l'entreprise, c'est surtout éviter une situation de blocage en cas de décès prématuré et soudain du chef d'entreprise. En fait, avec ce document, on va transmettre les pouvoirs politiques ou décisionnels du chef d'entreprise à un tiers qui aura été choisi au moment de ce mandat. Et le conjoint ou les enfants qui sont héritiers ne sont pas du tout des hérités. Ils ont la transmission économique, la valeur patrimoniale de l'entreprise qui leur est donnée, mais n'interviennent pas dans la gestion de l'entreprise. D'accord. Et ce tiers, ça peut être qui? Alors ce tiers, ça peut être un associé. Quand une entreprise a plusieurs associés, souvent on fait des mandats à effet posthume entre associés qui sont croisés. Si je décède, tu géreras à ma place. Et mon épouse ou mes enfants n'interviendront pas dans la gestion de l'entreprise pendant une durée limitée, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à une transmission des parts ou à une vente en fait. D'accord. Mais s'il est tout seul, on va des fois aller chercher une personne qui est dans le même secteur d'activité, qui a les compétences pour gérer l'entreprise, et ça peut être un concurrent qui a une proximité géographique et qui donc a toutes les compétences dans le secteur de l'entreprise. D'accord, aux choses auxquelles on ne pense pas forcément en amont. Exactement. D'accord. Merci Marie. Merci. Nous voulons nous voir qu'il est tout à fait possible de maintenir l'équité entre les différents héritiers. Maintenant, reste à savoir comment financer la reprise. Pour cela, je vous propose d'aller rencontrer Vincent Saint-Martin, directeur de Demande. C'est parti. Bonjour Vincent. Bonjour Flavien. Tu es banquier au sein du CIC. Oui, c'est bien ça, je suis directeur de l'agence du CIC de Granville et de Jullouville. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis dans la banque et 10 ans comme directeur d'agence. D'accord. On se rencontre aujourd'hui pour échanger sur la transmission familiale. Oui, c'est bien ça. Il est coutume de dire que la banque est un robot humanoïde qui traite le dossier via un algorithme. Tu en penses quoi? Je me dis que si c'était le cas, les dossiers seraient décidés beaucoup plus rapidement. Ouais, tu me rassures, donc ça reste une rencontre entre des hommes et des femmes. Oui, les hommes et les femmes sont vraiment partout dans un dossier comme ça. Déjà, il faut savoir qu'en fonction de la complexité et des montants engagés, chez nous, le dossier peut être vu par 1, 2, 10, 15 personnes. Bien sûr. Et dans notre processus d'analyse du dossier, on va être amené bien évidemment à rencontrer le repreneur, mais on peut rencontrer le cédant, l'expert comptable, l'avocat, le notaire, etc. C'est vraiment une histoire d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble pour mener à bien le projet. D'accord. Et d'une façon générale, un dossier de financement est analysé comment par la banque? Alors, il y a des choses qu'on va regarder dans n'importe quel dossier, que ce soit une cession, une transmission. Ça va être bien évidemment l'aspect économique de la société. On va analyser son bilan, son endettement, etc. On va regarder aussi son activité, ses possibilités de se diversifier, d'évoluer, de croissance, etc. D'accord. La concurrence, son outil de production. Et puis on en revient toujours pareil à l'humain. On va regarder l'impact que va avoir le départ du cédant sur la structure. On va regarder aussi l'impact que va avoir le repreneur et éventuellement un nouveau profil sur cette société. Et on a l'habitude de dire que le plus important dans une société, c'est les gens qui la composent. On va regarder les salariés qui composent cette structure. Donc c'est bien l'humain. C'est l'humain.
Et concernant un dossier propre à une transmission familiale, est-ce que vous avez des recettes de cuisine qui sont spécifiques? Non, on n'a pas de recette de cuisine, mais il y a vraiment une grosse différence entre une session classique et une transmission familiale. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. Des parents qui vont transmettre la société qui est dans la famille depuis 2-3 générations, par exemple, à leur fille unique. Bien sûr. On n'est pas du tout dans la transmission d'une société ou quelque chose d'économique et purement financier. D'accord. On est vraiment dans quelque chose où on va pérenniser une vraie histoire familiale et ça, c'est vraiment sympa. D'accord. On s'aperçoit aussi que les enfants repreneurs sont de plus en plus jeunes, ce qui peut soulever certaines difficultés, notamment la sous-capitalisation, c'est-à-dire qu'en fait, ils manquent d'apport pour racheter la société à leurs parents. Est-ce que là, la banque a des solutions pour les accompagner? Alors, on n'a pas forcément de solution, mais en tout cas, on va aiguiller, conseiller. Oui. La première chose que je vois, ça va être la donation. Le cédant va toucher une certaine somme et peut donner à son enfant repreneur une partie de la somme. Après, attention bien évidemment de ne pas privilégier cet enfant repreneur au détriment, par exemple, de ses frères et sœurs. Oui, tout à fait, de préserver l'équité entre les héritiers. C'est ça. Le crédit vendeur, je crois aussi. Et bien justement, le crédit vendeur, il va éviter ce problème d'inéquité, puisque comme son nom l'indique, c'est le vendeur qui va prêter l'argent, ou tout ou partie, au repreneur. Et nous, moi j'y vois un autre intérêt, c'est qu'en plus pour nous c'est un peu rassurant, puisque ça montre que les parents ont confiance dans l'enfant qui reprend. Ce qui est important. Ce qui est important. Concernant le rôle de la BPI, alors la BPI, ils vont pouvoir intervenir à 2 niveaux. Le premier niveau, ils vont pouvoir faire du cofinancement, c'est-à-dire qu'ils vont partager le financement avec nous, oui, ce qui permet de limiter notre risque. bien sûr. Ou alors ils vont pouvoir garantir une partie de notre crédit, ce qui limite aussi notre risque. Mais attention, hein, la BPI, c'est pas miraculeux. Si on s'aperçoit que financièrement le dossier est beaucoup trop juste ou que le repreneur n'a pas les compétences ou le profil pour reprendre la structure, Bien sûr. clairement on ne pourra pas aller plus loin parce que cette belle histoire familiale, elle peut s'arrêter là, quoi. Tout à fait. Ouais. Et toi Vincent, en tant que banquier, si tu avais un conseil à donner à une famille qui souhaite transmettre l'entreprise justement au sein du cercle familial, ce serait lequel? Ce serait clairement, c'est anticiper. Bien sûr. Voilà. Anticiper, c'est pas quelque chose, une transmission, une cession, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se prépare. Par exemple, pour éviter justement ce manque d'expérience, ce manque de finances, et surtout, je dirais qu'il faut aussi discuter. Chef d'entreprise, c'est un métier qui est pas facile, mais qui est passionnant. Il faut C'est être vrai. passionné, il faut être motivé. Et pour ça, un truc tout bête, mais il faut s'assurer que le repreneur, donc par exemple son enfant repreneur, ait vraiment envie de reprendre la structure. Donc discuter en amont sur cette possibilité. Le dialogue reste important. Exactement, et surtout pour que cette belle histoire familiale perdure. Tout à fait, ouais. Écoute Vincent, je te remercie. Mais il n'y a pas de quoi. À bientôt Fabien. À bientôt Vincent. J'espère que ces interviews vous ont plu, qu'elles vous ont interpellé sur des sujets qui vous sont propres. En tout cas pour ma part, si je vais retenir 3 points essentiels, ce seraient les suivants: l'anticipation, l'accompagnement et le dialogue. On vous dit souvent, bien préparer sa transmission, il faut s'y prendre 5 ans avant. Oui, effectivement, ce n'est pas une hérésie. Il faut prendre son temps, bien poser les choses. L'accompagnement, le besoin d'accompagnement, il est souvent sous-estimé. Beaucoup de matières se croisent. De l'économique, de la finance, de la fiscalité, de la transmission, du patrimoine. Il est important de trouver le bon interlocuteur qui est capable de synthétiser tous ces éléments. Et le dernier point qui pour moi qui reste le plus important, c'est le dialogue. Échangez entre vous. Levez les tabous, les malentendus pour réussir votre transmission. Et si vous sentez le besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à venir me rencontrer à Granville, en terrasse, en bord de mer pour en échanger. À bientôt.